progressisme. Nous passons maintenant au Togo. On va parler de l'opposition qui est en quête de sa meilleure stratégie pour 2020. 2020, c'est l'année des présidentielles au Togo, probablement entre mars, avril ou mai. La présidentielle aura lieu. Et l'opposition, jusqu'à l'heure actuelle, se pose la question de savoir si elle doit y aller en rang uni, en rang dispersé. Les voix s'élèvent pour dire que les débats autour de l'unité de l'opposition sont des débats stériles. D'autres estiment que ça ne vaut pas la peine. Et pour d'autres, eh bien, c'est la seule manière de battre le pouvoir en place. Thierry Afanoukoé, déjà, ce débat-là d'une stratégie pour l'opposition, est-ce que le débat est opportun? Oui, c'est opportun, puisque si on veut l'alternance, il faut se définir des stratégies pour arriver, pour accéder donc au pouvoir. Mais tel que ça se passe aujourd'hui, je vois que ça va déjà dans tous les sens et c'est le pouvoir de l'homme qui se frotte les mains. Vous l'avez si bien dit, d'aucuns pensent qu'il faut aller en rang uni, pour d'autres, on n'en a pas besoin parce que il faut plutôt déverrouiller les institutions qui organisent les élections. Et moi seul, ça me pose un véritable problème parce que ce débat-là aurait pu être posé quand on avait connu la crise de 2017 et lorsque l'opposition était encore ensemble, on pouvait réfléchir sur la question, mais ça n'a pas été le cas. C'est Maître Agboibo qui, je ne sais pas d'où il sort cette histoire de la fondation phare. Lui seul sait ce qui il trame encore, parce que je ne comprends pas. C'est que l'opposition togolaise, je crois qu'il doit quitter l'étape de la théorie à la pratique. Et Maître Agboibo, il a cette facilité-là d'aligner des théories sur laquelle il ne travaille pas forcément pour qu'on puisse avoir du concret. Et ça n'arrange pas. Ça n'arrange pas. Aujourd'hui, il nous dit qu'il faut revoir les institutions qui organisent les élections, alors qu'en 2010, il faisait partie de ceux qui croyaient dur comme fer qu'il faut un candidat unique pour battre le Faure-Gnassingbé. À l'époque, c'est ça qui a amené à la création du FRAC et après, il a désisté. Donc, les institutions n'avaient pas changé et pourtant, il avait participé à ces élections-là. Mais aujourd'hui, le même parti, le cas, avec les mêmes institutions, les mêmes compositions, le même fonctionnement, ils ont participé aux dernières locales et aujourd'hui nous sort cette histoire qu'il faut déverrouiller tout ça là. Ça embrouille. Ça embrouille. Je crois que l'opposition doit être beaucoup plus réfléchie et sortir quelque chose pour affronter le pouvoir de l'homme. Mais Chris Sega, quand on suit les réflexions de l'opposition togolaise sur les stratégies adoptées à chaque approche d'élection présidentielle, on a l'impression que les réflexions ne sont que sur 2 points, unis ou divisés. Il n'y a plus d'autres pistes qui sont explorées. Ah oui, c'est que on le dit sans cesse que normalement, quand vous créez un parti politique, c'est pour conquérir le pouvoir et le gérer. Et pourquoi aujourd'hui, alors que récemment il y a eu cette réforme-là qui consacre par exemple, qui a limité le mandat, qui consacre une élection à 2 tours, et parlons-nous encore aujourd'hui de l'unicité de l'opposition pour aller aux élections. Et ce qui déjà était difficile au moment où il n'y avait pas cette réforme-là. En principe, aujourd'hui, c'est vrai que c'est pas à nous de dire à l'opposition ce qu'elle doit faire. Et puis parfois on parle de l'opposition comme il s'agit d'une entité, alors que c'est une opposition plurielle où chaque parti a ses idées, et ces idées-là, on a besoin de les entendre pour les caractériser et savoir qui est à même de représenter une
aucune alternative crédible. Pour le moment, nous ne voyons pas cette alternative-là parce que tout simplement, les leaders de l'opposition, moi je le dis souvent, que en principe, ce sont des gens qui, en principe, ne doivent pas être du commun des mortels, du commun des Togolais, et qui, en principe, pouvaient être au-dessus, un cran au-dessus de l'ordinaire des Togolais pour porter leurs idées, pour dire que, ben voilà, nous sommes des gens qui menons des réflexions à fond sur les préoccupations sociales. Pendant longtemps, leur recette, c'est que, ben, il faut que le régime fort quitte, ou bien le régime idéal demande d'abord, et ensuite c'est le régime fort qui doit partir, et cela tient lieu de tout programme. Moi, j'ai eu à le dire ici, que les leaders de l'opposition ne se prononcent pas assez sur ce qu'ils peuvent faire, et surtout où ils pouvaient trouver de l'argent pour réaliser les projets qu'ils énoncent. Aujourd'hui, moi, ça n'engage que moi. Moi, je crois que pour les élections qui arrivent, les présidentielles, chacun doit faire ses preuves au moins le premier tour, et quitte à battre le rappel de tout le monde au second, parce qu'il n'y a que de cette façon qu'on peut procéder. Croyez-vous que UNIR va laisser qu'on puisse aller jusqu'au deuxième tour? Mais c'est normal que UNIR, dans le même temps, c'est normal que UNIR, non, ce n'est pas se laisser, c'est comme si UNIR ne va pas jouer fond. UNIR va se battre aussi parce que c'est un parti qui veut conquérir le pouvoir et continuer de le gérer. Donc UNIR sera sur le terrain, mais c'est aux leaders de l'autre camp aussi d'avancer les arguments pour courtiser leur électorat. Mais dire que UNI ne va pas les laisser, c'est comme UNI va jouer à leur place. UNI jouera à sa place. UNI joue à sa place et non à la place des autres. Et UNI voudrait bien mettre les arguments de son côté pour passer au premier tour. Parce que lorsque UNI ne va pas avoir la potentialité pour passer au premier tour, mais dire que pour les besoins de la démocratie ou bien pour les beaux yeux de tel ou tel leader, et il va jouer en deçà de sa performance pour qu'il y ait un deuxième tour ou dire qu'il y ait de la démocratie. Zana, quand on parle quand même de la quête de meilleure stratégie, est-ce que ça ne doit pas d'abord commencer par la quête de meilleurs projets de société? Oui, moi déjà même, parler actuellement de quête de meilleure stratégie, quand on est à 7 mois des élections, cela suscite beaucoup d'inquiétude en moi. Cela veut dire que c'est un retard, c'est une fausse, c'est de l'inconscience, si je peux le dire ainsi. Parce que si depuis 1990, après toutes les erreurs, parfois qui sont devenues des fautes, parce que lorsque l'on a cette expérience en politique au sein de l'opposition et qu'on se permet de répéter ces erreurs, cela devient des fautes. Bon, une fois, on va dire c'est l'erreur, une deuxième fois, c'est une coïncidence, mais lorsque cela dépasse plus de 3 fois, cela devient des fautes. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas si c'est aujourd'hui qu'on doit se poser la question s'il doit s'agir d'une démarche unitaire ou non. Moi, je dis simplement qu'il faut une stratégie cohérente et une synergie d'ensemble. Tout d'abord, il faut que déjà qu'on sache que les égos de part et d'autre ne permettent pas ce qu'ils appellent cette démarche unitaire. Eux-mêmes, ils le savent. Et prêcher cela aujourd'hui, c'est retarder encore une fois l'opposition. Cette démarche de candidature unique était justifiée quand il n'y avait pas encore la possibilité du second tour. Mais aujourd'hui, c'est chose acquise. Et nous n'avons qu'à prendre exemple, par exemple, sur le cas du Bénin. Mais ils étaient 33 candidats annoncés au départ. Mais lorsqu'ils ont vu que, il pourrait, comme Yahi Boni l'a fait pour son second mandat, il y avait le risque qu'il gagne dès le premier tour. Donc, ils se sont dit, bon, nous allons être ensemble, nous allons tous y aller. Mais la stratégie à adopter, c'est de faire tout pour pousser le FCBE à aller au second tour. Et c'est ce qu'ils ont fait. Tout comme le FCBE a multiplié des candidatures pour effriter les voix de l'opposition béninoise, l'opposition béninoise aussi en a suscité pour effriter les voix du FCBE dans leur fief.
C'est pourquoi je dis il faut une stratégie cohérente. Il ne faut pas s'enfermer dans une bulle. Aujourd'hui, les résultats et des législatives et des municipales nous montrent à suffisance qu'il est quasi impossible de battre UNI dès le second tour. Mais s'ils dorment dans cette paresse dès le premier tour, mais s'ils font la pagaille de dormir dans cette inconscience, je peux vous garantir qu'UNI risque de gagner dès le premier tour. Donc, il faut qu'il soit vraiment sérieux. Ça va être pour unir, comment dire, je ne sais pas, une jauge de se dire, je dois passer au premier tour. Vous l'avez vu au Sénégal, c'était un défi pour Macky Sall. Au Nigeria, c'était un défi pour Buhari. Aller au second tour, c'est quasiment une défaite pour unir. Absolument, absolument. Et moi, je crois que c'est dans la dynamique, dans cette dynamique-là que l'opposition doit s'inscrire. Aujourd'hui, il faut que ces personnes qui se réclament parfois d'une opposition professionnelle savent que aussi ceux qui sont au sein de l'opposition parlementaire aujourd'hui ont leur mot à dire. Qu'ils le veuillent ou non, les partis comme l'UFC, comme le NET, sont aussi des partis de l'opposition. Donc, tant qu'il y aura ces discours visant à les stigmatiser, à les taxer parfois de béquilles de pouvoir, il faut qu'ils savent qu'eux-mêmes, ils mettent en mal ces stratégies unitaires dont ils parlent. Donc aujourd'hui, il faut vraiment une stratégie sérieuse, cohérente, et puis qui puisse produire une certaine synergie entre eux. Tout le monde n'a qu'à aller mobiliser au sein de sa base. Je vois que tout le monde se permet de vampiriser leur propre électorat en région maritime. Ils sont beaucoup, mais ils ne restent que là. Et lorsqu'on va dans l'OTI, c'est des scores à la soviétique pour unir. Je veux bien voir que ces gens-là vont dire, moi, je vais aller m'investir dans l'OTI, moi, je vais m'investir dans la région centrale pour faire effriter les voix. Sinon, ce qui est sûr, unir va passer au premier tour. Mais il ne faut pas que cela soit un chaos dès le premier tour. Oui, Samuel, pour moi, la stratégie aujourd'hui consiste à ce que on puisse travailler à changer le discours. Si nous avons connu le 19 août 2017, c'est parce que TICPI a su travailler un discours un nouveau discours. Voilà, qui a reçu l'adhésion de la population. C'est ça qui a créé au fait le mouvement. Donc, si l'opposition veut gagner en 2020, il faudrait travailler à un nouveau discours qui réponde, je dirais, aux aspirations du peuple togolais. Maintenant, travailler à sécuriser le processus. C'est pour cela que l'action unitaire est très importante, parce que l'opposition togolaise, si bien qu'elle est plurielle, ne dispose pas de personnes, de ressources en matière électorale. Vous voyez tout ce qui se passe du début du processus jusqu'à la fin. Il a fallu un certain Olympio Nathanael en 2015 pour qu'on puisse savoir que notre fichier avait un sérieux problème. C'est lui, Alberto plutôt. C'est lui qui a soulevé le problème. C'est vrai que l'opposition en parlait, mais l'opposition n'avançait pas avec des chiffres ou des détails. Mais lui étant un spécialiste de la question de l'informatique, il a détaillé par A plus B le problème qu'avait notre fichier électoral, et vous avez vu ce que ça a provoqué à l'époque et tout le problème qu'on lui a créé par après. Donc il faudrait que on puisse disposer au niveau de l'opposition de ressources en matière électorale, parce que notre opposition dort toujours. C'est après que le truc est passé qu'on se réveille que voilà, on a été volé et tout ce qui suit, mais on n'est jamais en mesure d'apporter les preuves de ce vol en question-là. On est dans les supputations. C'est ce qui fait que la communauté internationale parfois a des difficultés, des soucis pour soutenir l'opposition. Donc, il faudrait que tout ça là, il faut qu'on puisse, l'opposition puisse s'asseoir et travailler sur la question. Et comme l'a dit tantôt notre ami, il faut investir le terrain du parti au pouvoir. Parce que ce qui se passe aujourd'hui, le parti au pouvoir dispute la base électorale de l'opposition, ce qui fait que... Le contraire est quasiment inobservable. Chris Meka, Thierry parle de changement de discours. Il a cité l'exemple de TICPI, mais peut-être ce qu'il y a de nouveau avec TICPI, c'est que lui-même, il était nouveau.
est-ce que les anciens qu'on connaît peuvent changer de discours ou bien il faut carrément changer de personne? Non, je crois que Tikpi Atchadam n'avait pas changé, n'avait pas procédé en tant que cela au changement de discours. Moi, j'explique la chose de cette façon-ci. Vous savez que Tikpi était intervenu dans le sens d'une certaine radicalité de discours. Parce que vous savez, au moment même où les partis traditionnels, l'ardeur des partis traditionnels s'estompait, et il est venu donner un nouvel élan à cette ardeur-là, non pas le changement de discours, mais par la vivacité, pas la vivacité de ce discours-là, qui reprend les termes, le discours sur les termes les plus tranchés, parce que en fait, ça a été quand même la marque de fabrique d'une certaine opposition. Au départ, c'était l'UFC, ensuite c'est l'ANC, et l'ANC avait marché pendant des années, n'a pas obtenu un résultat tangible. C'est comme les ardeurs s'essoufflaient de ce côté-là. Il a fallu quelqu'un d'autre, Tikpi, qui n'était pas aussi inconnu que cela. On le connaissait déjà un peu, mais il était venu reprendre le flambeau de la radicalité du discours, un discours tranché, un discours manichéen tout simplement, qui voit le noir d'un côté et le blanc d'un autre côté tout simplement. Or, l'opinion était déjà préparée à ça, parce que l'opinion en général du côté de l'opposition, c'est une opinion aujourd'hui radicale, parce que cette opinion-là a été, dans cette culture-là, a été éduquée dans cette culture du discours radical, parce que les gens avaient dit, et c'est d'ailleurs le discours-là que tient Madame Kaffi Adjamako, que non, nous allons empêcher les élections, nous allons faire en sorte que ces élections ne se tiennent pas, et finalement, on se rend compte que les élections se tiennent, parce que cette opposition-là n'a pas tout simplement les moyens de sa politique. Aujourd'hui, on aimerait que les leaders de l'opposition parlent, c'est vrai, investissent le terrain, parlent de leur programme et surtout nous disent de quelle façon ils vont procéder pour financer les différents projets. Ce qu'il faut dire, en tout cas, c'est que les dernières communales qu'on a vécues a montré une percée du terrain par le Parti uni, qui a fait un travail sérieux sur le terrain et qui dispose aujourd'hui sur le terrain des gens qui ont acquis cette forme de popularité, en tout cas qui sont suscités par la base et qui sont prêts à continuer cette politique-là, qui vont aller jusqu'en 2020, parce que le terrain est déjà préparé. Or, les leaders de l'opposition, souvent, les discours après les votes, c'est qu'on nous a volé. C'est comme ce sont des discours pour salir, tout simplement, ou bien pour salir, mais ce discours qui n'est pas sérieux, parce que mon frère l'a dit tout à l'heure, c'est un discours qui n'est pas crédible, même en face des chancelleries occidentales, de l'opinion, finalement, nationale, qui a boudé. Oui, il est boude aujourd'hui. Justement, en parlant de discours, Zana, est-ce que cette opposition que d'aucuns considèrent comme carriériste peut avoir un discours dans la mesure où son pain qui était réforme et tout ça, ce pain a été enlevé maintenant? Oui, je crois même qu'ils en ont pris conscience lorsqu'ils s'étaient agi de cette forme. Parce que depuis fort longtemps, on a l'impression que leur discours n'était axé que sur ça. Il n'y avait pas eu de discours, par exemple, sur les conditions sociales et tout. Il va leur être difficile de changer maintenant. C'est regrettable que, comme vous l'avez dit, à chaque fois qu'il s'agit de prendre le discours par ces gens que moi je qualifie d'opposition professionnelle, il n'est question que de régime sanguinaire, cinquantenaire, c'est-à-dire on veut qu'ils touchent du doigt les solutions, les problèmes sociaux et ce qui risque de changer quand ils auront peut-être le pouvoir un jour. Mais il n'y a pas que ça. Il y a ce discours-là qui sème même, comment dit-on, la confusion, qui sème la division au sein de leur rang. Vous vous souvenez récemment, à la veille des élections municipales, une certaine personne qui dit, nous, personne ne nous a invités à être de la coalition, nous c'est nous. Et après quelque temps, cette même personne-là
nous dit que voilà, s'il y a une démarche sérieuse, unitaire, ils sont prêts à y aller. Mais même le discours de cette personne-là, qui aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, est le leader incontesté de l'opposition, il faut qu'on le dise. Parce que lorsqu'on prend les résultats des municipales, il y avait même le chef de file de l'opposition, mais son parti n'est pas arrivé en tête. Donc, mais il a cette responsabilité-là, mais il ne la joue pas pleinement. C'est plutôt lui qui sème la division. Il n'est pas beaucoup aidé, même pas par son chargé de communication, qui lui-même s'en donne à cœur. Donc, lui, à sa décharge, il n'est pas un professionnel de la communication. Oui, mais quand même, quand on est tombé dans une source de communication, donc ça cafouille. Monsieur Samuel, lorsque votre parti a cette lourde charge sur les épaules, mais on ne parle pas à tort et à travers. Donc, c'est pour dire que le discours lui-même n'est pas conciliant, n'invite pas à une certaine cohésion. Pour en revenir encore à cette affaire de stratégie, il faut que l'on imite un peu ce qui s'est passé au Bénin. Ils se sont juste assis, ils ont défini un mémorandum, les points essentiels sur lesquels ils vont s'attaquer. Ils ne se sont pas enfermés pour dire, bon, c'est toi qui vas nous représenter, c'est celui-là pour éviter les guerres d'ego. Ouais, donc, je crois que si ces personnes-là aiment ce Togo, il faut qu'ils aillent au-delà de leur ego. Vous savez, ce que je vais ajouter, il faudrait que l'opposition togolaise puisse sortir un peu du débat politique. Voilà, aujourd'hui, on nous parle d'un PND. Et on a pas d'analyse contraire venant de l'opposition sur ce document-là pour nous dire voilà ce que le gouvernement nous présente, mais on se demande c'est comment il va arriver à mobiliser les ressources. Voilà les manquements. Si l'opposition aujourd'hui tient peut-être un discours sur la bonne gouvernance, sur la lutte contre la corruption, sur les questions de santé et d'éducation, je crois que c'est ce qui nous concerne tous. Bon, mais tout cela est égal à l'alternance. Oui, tout cela est égal à l'alternance, mais on a l'impression on a l'impression qu'au niveau de l'opposition, il n'y a pas d'expertise concernant ces questions-là, ce qui fait que c'est ce que le gouvernement nous présente, tout le monde... D'accord, Thierry, je vais vous arrêter parce que je vous ai parlé de quelque chose avant qu'on commence. On a 3 minutes et c'est aujourd'hui qu'on va le commencer. J'ai décidé quand même d'innover un peu. On va introduire chaque vendredi, maintenant, à la fin de cette émission, les cartons. 3 cartons rouges, verts, orange. Chacun va distribuer ses cartons à quelqu'un ou à une situation vécue dans la semaine et qu'elle voudrait voir s'améliorer ou continuer ainsi. Au Togo, bien sur la plage, n'importe où au Togo ou même à l'international, interdiction de me donner carton. Alors, Zana, moi je donne tout de suite carton rouge au chef de l'État parce qu'il a été annoncé aux hommages à Jimmy Hope. Moi, lorsque je m'attendais à cela pour pouvoir, comment dit-on, faire le dos à mes amis ivoiriens pour dire voilà, vous, votre Arafat, votre président n'est pas venu. Mais j'ai été au finish déçu. Donc, je ne pourrais pas tenir mon pari. Donc, je crois qu'il aurait dû venir rehausser le niveau des choses comme il a promis son absence. Il était annoncé même. Oui, il était annoncé sur le programme. Mais jusqu'à la dernière minute. Pour ne l'avoir pas vu, il mérite 3 cartons rouges même. À lui seul. Chris Ega, quelle couleur? Oui, moi, je voudrais donner un carton vert au président du cas, Maître Agboibo, parce que nous avons parlé aujourd'hui de stratégie, vraiment beaucoup parlé de stratégie, mais il faut quand même lui reconnaître qu'il a quand même sorti un communiqué, quand bien même c'est au nom d'un nouveau parti politique que nous ne connaissons pas. Il faut dire quand même qu'il a eu à réagir par rapport à cette situation, à faire des propositions concrètes qui apportent quand même de l'eau à son moulin. Donc, il faut que le débat politique aille dans ce sens, que les gens se prononcent sur les situations en temps réel. Un carton rouge à toutes les entreprises de BTP qui s'amusent à bâcler les travaux qu'on leur confie. Je fais référence à la voie qui passe devant la HAC.